Ma femme est devenue accro à TikTok, et elle m'a dit qu'elle avait gâché sa vie avec moi, avant de me jeter de l'eau bouillante quand je l'ai confrontée. Mais même si j'ai douté de la justice, elle a finalement fini par apparaître. J'ai 42 ans et ma femme en a 41. Nous sommes mariés depuis 18 ans, et la vie conjugale, dans l'ensemble, avait été agréable jusque-là. Nous partagions le même style de vie. Nous étions actifs. Nous aimions les promenades en plein air, nous voyagions quand nous le pouvions, nous allions à la salle de sport ensemble, et nous nous amusions vraiment à faire toutes ces choses. Notre fille a maintenant 19 ans, et elle est partie à l'université l'année dernière. La vie s'est un peu ajustée sans elle à la maison, mais nous gérions bien la transition. Jusqu'à ce qu'elle revienne en vacances. Elle est restée environ 3 mois. Pendant cette période, elle et ma femme sont devenues très accros à TikTok. Au début, je pensais que ce n'était pas bien grave. Elle riait simplement devant les vidéos, elle faisait de petites chorégraphies dans la cuisine, et elles passaient du temps ensemble. J'ai même filmé certaines de leurs vidéos de mode. C'était léger et amusant. Mais une fois que ma fille est retournée à l'université, l'application n'est pas repartie avec elle. Au début, ma femme restait un peu plus longtemps que d'habitude au lit peut-être, mentionnant une tendance maquillage ou une astuce de nettoyage qu'elle avait vue, rien d'important. Mais avec le temps, elle a commencé à veiller de plus en plus tard, collée à l'écran. Je me réveillais à 2 heures du matin, et la lumière bleue brillait encore sur son visage. Elle a commencé à manquer nos séances de sport, nos balades du week-end. Elle disait qu'elle était trop fatiguée ou qu'elle devait faire des montages. J'ai laissé couler, pensant que c'était peut-être une phase, qu'elle s'adaptait à l'absence de notre fille. Mais ensuite, le changement est devenu plus évident. Elle a commencé à prendre TikTok très au sérieux. Au début, j'ai été compréhensif. Je l'aidais à filmer, je donnais mon avis, je suggérais même des idées de vidéos basées sur des choses qu'on avait faites ensemble dans le passé. Mais j'ai commencé à avoir l'impression qu'elle construisait une nouvelle vie dans laquelle je n'avais pas ma place. Elle passait des heures à chercher l'angle parfait pour un clip de 15 secondes. Sa garde-robe a changé, plus moulante, plus moderne, plus jeune. Je ne la juge pas pour ça, elle avait l'air superbe. Mais son comportement a changé aussi. Elle parlait différemment, elle a commencé à utiliser le langage de TikTok dans des conversations réelles, et tout ce qu'elle faisait semblait tourner autour de l'apparence que ça aurait en vidéo. C'était comme si elle s'était tellement enfermée dans ce personnage en ligne qu'elle avait laissé la réalité derrière elle. J'en ai parlé quelques fois, pas méchamment, juste pour lui demander si elle voulait planifier une balade le week-end ou aller à la salle de sport comme on le faisait avant. Chaque fois, j'ai eu la même réponse, elle était trop occupée, trop fatiguée, elle avait du contenu à monter, ou elle avait maintenant son propre chemin. Elle a arrêté de prendre du temps pour presque tout ce qui se passait en dehors de son petit monde de contenu. Elle a cessé de cuisiner. Les courses au supermarché étaient désormais entièrement ma responsabilité. Elle ne m'aidait pas. Si je ne préparais pas le dîner, c'était à nouveau Uber Eats. L'intimité entre nous avait totalement disparu. Il n'y avait plus de sexe, à peine des câlins. Chaque fois que j'essayais d'en parler, elle m'accusait de ne pas la soutenir. Elle disait que je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de faire, que c'était quelque chose qui lui donnait du pouvoir. J'ai essayé d'être patient, mais plus je laissais passer, plus elle repoussait les limites. À un moment donné, elle a manqué notre dîner d'anniversaire parce qu'elle avait perdu la notion du temps en filmant une vidéo où elle racontait des histoires sur le soin de la peau ou quelque chose dans le genre. Il y a quelques semaines, je n'en pouvais plus. On a eu une petite dispute, rien de grave, je lui ai juste demandé pourquoi elle avait annulé encore une fois une balade qu'on avait planifiée ensemble. C'est là qu'elle a explosé. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir gâché sa vie avec un homme qui ne la comprenait pas. Elle a dit qu'elle faisait enfin quelque chose de significatif et que j'essayais de la tirer en arrière vers une vie ennuyeuse. J'étais stupéfait. Je lui ai dit, pas de la manière la plus gentille je dois l'admettre, que si elle pensait que TikTok allait lui donner un sens à sa vie, peut-être qu'elle devrait demander à l'application comment redevenir une vraie partenaire. C'était sarcastique, oui, mais je ne criais pas et je n'étais pas cruel. Elle faisait bouillir de l'eau pour cuire des pâtes pendant la dispute. Je n'ai pas pensé une seule seconde à ça jusqu'à ce qu'elle se retourne et me balance cette foutue eau. Ce n'était pas un accident. Elle ne l'a pas renversée. Elle ne l'a pas laissé tomber. Elle l'a lancé. L'eau m'a touché le bras gauche et une partie de la poitrine. J'ai crié, j'ai senti ma peau s'arracher. J'ai reculé, j'ai essayé de me refroidir sous l'évier, mais c'était déjà trop tard. Je me suis retrouvé aux urgences avec des brûlures au second degré. Les médecins m'ont demandé ce qui s'était passé. Je ne voulais pas mentir, alors j'ai raconté. Ils ont tout noté, ont dit que c'était grave et qu'ils allaient devoir le signaler. Elle ne m'a pas rendu visite. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Elle m'a envoyé 2 messages, un pour dire que c'était juste un accident,
et un autre pour dire que je l'avais provoqué et que je l'avais fait se sentir en insécurité. C'est tout. Pendant ce temps, j'étais dans un lit d'hôpital avec le bras bandé, me demandant ce qui venait de se passer avec mon mariage. Je suis rentré chez moi un jour plus tard. Elle était dans le salon en train d'enregistrer une nouvelle vidéo. Elle ne s'est pas excusée, elle n'a même pas mentionné ce qu'elle avait fait. Je l'ai entendu me traiter de contrôlant dans sa petite vidéo, en disant que j'essayais de tuer ses rêves. Pas un mot sur mes brûlures. Maintenant, je dors dans la chambre d'amis. Je ne peux pas la regarder sans penser à la casserole. Je ne me sens même plus en sécurité dans ma propre maison. C'est comme si j'avais perdu ma femme à cause d'une application, et je ne sais pas si elle reviendra un jour. Je ne cherche pas la sympathie. J'ai juste besoin que quelqu'un, en dehors de cette bulle, m'écoute. Mise à jour numéro 1, la maison est dans un état déplorable. L'évier déborde de vaisselle sale, le linge s'accumule, et les boîtes de plats à emporter sont empilées sur la table basse. Elle a transformé notre salon en une sorte d'espace de studio, et le reste de la maison, clairement, ne lui importe plus du tout. J'ai toujours su qu'elle pouvait devenir obsessionnelle lorsqu'elle s'attachait à quelque chose de nouveau, mais là, ça dépasse tout ce que j'avais vu auparavant. J'ai essayé de lui parler calmement. À ce moment-là, je n'étais même pas en colère, juste épuisé. Elle m'a interrompu et m'a dit que j'essayais de la manipuler émotionnellement, que j'utilisais sa croissance contre elle. Elle a déclaré que son réseau de soutien en ligne l'avait aidé à réaliser à quel point elle avait été opprimée dans notre mariage. Notre fille a appelé plus tard ce soir-là. Elle est de retour à l'université et n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Je ne voulais pas lui faire porter tout le poids, mais j'ai mentionné l'hôpital et le fait que sa mère m'avait jeté de l'eau bouillante. Elle ne savait même pas qu'il y avait eu une dispute. Elle a commencé à pleurer au téléphone et s'est excusée d'avoir initié sa mère à TikTok au départ. Elle a dit qu'elle pensait que ce serait juste quelque chose d'amusant pour les rapprocher, quelque chose d'inoffensif. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute, mais j'ai senti qu'elle se blâmait quand même. Certains amis proches ont commencé à demander comment nous allions. Certains avaient remarqué que quelque chose n'allait pas la dernière fois qu'ils l'ont vu, mais ils n'ont rien voulu dire. Mon frère, en revanche, ne s'est pas retenu. Il m'a dit que c'était une agression et que je devais faire pression pour que la police agisse. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'immerge complètement dans une nouvelle identité. Il y a quelques années, elle s'était mise en tête de devenir blogueuse de voyage. Elle a acheté du matériel, refait son Instagram et a passé des semaines à y travailler, à écrire des descriptions et à essayer de monter les vidéos prises avec le drone lors de vacances que nous avions faites. Quand ça n'est pas devenu viral en quelques mois, elle a tout abandonné d'un coup et a agi comme si ça n'était jamais arrivé. Mais ça, ce n'est pas la même chose. C'est plus sombre, plus cruel. Elle ne poursuit pas juste quelque chose. Elle repousse tout le monde pendant qu'elle le fait. Je dors toujours dans la chambre d'amis. Je n'arrive toujours pas à la regarder sans revoir la casserole dans sa main, et ce regard vide qu'elle m'a lancé juste avant de me l'envoyer. C'est ça qui me hante le plus. Aucun remords. Juste une déconnexion totale. Comme si je n'étais même plus réel pour elle. Juste un personnage de TikTok. J'ai commencé à tout noter, les dates, les heures, les captures d'écran de ses publications. Je dois me protéger. Je ne sais même pas ce qu'elle va dire ensuite, ni jusqu'où elle est prête à aller. Ses abonnés en ligne ne connaissent pas la vérité. Ils pensent qu'elle est une femme courageuse, s'échappant des griffes d'un homme contrôlant. S'ils connaissaient la réalité, je ne suis pas sûr que cela changerait quelque chose pour eux. Et c'est bien ça qui me fait peur. J'ai beaucoup lu sur la validation parasociale, et sur la manière dont certaines personnes réorganisent littéralement toute leur personnalité autour de l'attention qu'elles reçoivent en ligne. Avant, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était juste des gens dramatiques. Mais maintenant, je le vis, et je comprends enfin à quelle vitesse une personne peut perdre le contact avec la réalité lorsqu'elle commence à confondre les likes avec l'amour. J'ai déjà pris rendez-vous avec un thérapeute pour la semaine prochaine. Pas une thérapie de couple, juste pour moi. J'ai aussi entamé les démarches pour trouver un avocat spécialisé en divorce. Je ne le lui ai pas encore dit, et je ne sais pas si j'en ai envie. Mais je vais probablement faire une valise et aller passer quelque temps chez mon frère. Je n'ai rien demandé de tout ça. Mais je ne vais pas non plus me laisser détruire. J'ai toujours essayé d'être juste. J'ai essayé de la soutenir dans ses phases. Mais cette fois, elle a franchi toutes les limites. Mise à jour numéro 2, j'ai déménagé une semaine après avoir commencé la thérapie. J'ai préparé quelques affaires, envoyé un message à mon frère pour le prévenir que j'allais venir chez lui, puis je suis parti. Je lui ai laissé la courtoisie d'un mot bref, lui expliquant que j'avais besoin d'espace et que je resterais ailleurs pour le moment. Je préfère que ce soit la note qui reçoive l'eau bouillante, et pas moi. Elle ne m'a rien dit au début.
J'ai eu droit à un silence complet pendant 1 jour et demi. Puis le TikTok est apparu. Un monologue dramatique, en larmes, où elle se présentait comme l'épouse qui avait enfin trouvé sa voie, juste pour être abandonnée par l'homme incapable de gérer sa croissance. En fond, une mélodie triste au piano, et elle portait une des vestes de randonnée assorties que nous partagions autrefois. Je l'ai regardée une seule fois, ça m'a suffi. Les commentaires étaient encore pires. Les gens m'accusaient d'être abusif, disaient que j'étais jaloux. Certains sont même allés jusqu'à retrouver mon compte personnel sur un autre réseau social et m'ont envoyé des menaces. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant 2 jours d'affilée. Je n'ai pas répondu. Je me suis concentré sur la documentation de tout cela, comme me l'avait recommandé mon thérapeute et un ami avocat. Capture d'écran, sauvegarde, vidéo, tout. Je ne savais même pas qu'elle s'était rendue chez mon frère jusqu'à ce qu'elle m'envoie un message disant qu'elle était dehors, debout sur la pelouse, téléphone en main, en train de filmer. J'étais au travail. Elle a essayé d'entrer par la porte latérale. Elle a dit à mon frère qu'elle tournait un vlog brut sur son ex abusif. Il lui a dit de partir. Le lendemain, elle a publié un autre TikTok avec ce qu'elle avait pu filmer, et a présenté mon frère comme un défenseur des agresseurs. Cette même semaine, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire. Je n'ai pas hésité. Notre fille, qui était restée en grande partie silencieuse pendant tout cela, m'a finalement recontacté. Elle s'est excusée encore et encore. Elle m'a dit qu'elle se sentait responsable d'avoir déclenché tout ça en introduisant sa mère à TikTok au départ. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Elle ne pouvait pas savoir que ça finirait ainsi. Elle a 19 ans. Tout ce qu'elle a fait, c'est montrer une application à sa mère. Le reste, c'était un choix. Ce qui m'a le plus touché, c'est ce qui est venu après. Ma femme a publié une autre vidéo, cette fois sur notre fille. Elle l'a accusée de misogynie intériorisée et de saboter l'épanouissement des femmes. Elle a dit qu'elle avait été lavée du cerveau par son père, que Yola se retournait contre sa propre mère. Elle a encadré le tout dans une grande narration sur l'évasion du traumatisme générationnel. C'est là que notre fille a explosé. Elle a publié son propre TikTok, capture d'écran, ancien message, un extrait de la blessure que je lui avais envoyée en privé pour lui expliquer pourquoi j'étais à l'hôpital. La section des commentaires sur la page de ma femme a changé. Soudain, les gens ont commencé à poser de vraies questions. Certains des comptes les plus influents, qui soutenaient auparavant ces publications, ont supprimé leurs commentaires. Quelques-uns l'ont même confrontée publiquement. Elle a commencé à supprimer des commentaires, bloquer des personnes, et à republier de vieux contenus sur un compte secondaire. La vérité, c'est que je comprends que les gens changent. Je comprends les bouleversements de la quarantaine, les remises en question identitaires, tout ça. Mais ce que je ne comprends pas, et que je ne peux pas pardonner, c'est la violence, les mensonges, et le fait de transformer sa propre famille en accessoire pour la célébrité sur Internet. J'ai essayé de la raisonner avant que tout cela n'arrive. Je lui ai demandé de se déconnecter, ne serait-ce qu'un week-end. Alors oui, à ce stade, je n'essaie même plus de comprendre quelqu'un qui ne veut pas être rejoint. Je reste chez mon frère pour le moment. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous prévus avec mes avocats, pour le divorce et pour tout ce que cela implique. Je n'ai pas mentionné la police, parce que même si j'ai demandé où en était l'enquête sur mon affaire, je n'obtiens que des réponses vagues, et je suis très frustré. Alors j'ai préféré ne pas en parler, parce que cela revient au même que rien. Je préfère que l'avocat s'occupe de tout. Mise à jour numéro 3, j'ai réussi à maintenir les choses stables depuis que l'ordonnance de restriction a été émise, et j'ai enfin un peu d'espace pour réfléchir. L'audience au tribunal a été aussi tendue et inconfortable que je l'imaginais. Elle a essayé de présenter toute l'affaire comme une exagération. Elle a dit au juge que ce n'était qu'un accident, que de l'eau s'était simplement renversée, et que j'avais utilisé ça pour ruiner sa carrière en ligne, parce que j'étais jaloux ou trop contrôlant. Comme si j'avais demandé à être brûlé simplement pour lui avoir proposé de passer un week-end avec son mari au lieu de courir après la célébrité. Le juge a demandé une pause. Lorsqu'il est revenu de son bureau, il avait consulté le compte de ma femme. Il a vu qu'elle n'avait que 100 abonnés, donc il n'a pas cru à son histoire de fame. De plus, il avait analysé les dossiers de l'hôpital, les photos, et les notes des professionnels qui m'avaient soigné, ce qui a suffi pour accorder une ordonnance de protection. Mon frère a témoigné à propos du moment où elle s'était rendue chez lui pour tenter de filmer une confrontation dans son jardin. C'était surréaliste de voir tout cela, comme si j'étais dans une série policière, comme si j'assistais à la vie de quelqu'un d'autre. Son compte principal a été suspendu temporairement quelques jours plus tard, à la suite du partage de l'ordonnance de restriction par notre fille, et des signalements que les gens ont envoyés. Certains m'ont identifié dans des commentaires et messages pour s'excuser d'avoir cru sa version. Honnêtement, je n'ai répondu à aucun d'eux. Mais bien sûr, ça ne l'a pas arrêté.
Elle est réapparue avec un nouveau compte secondaire 2 jours plus tard, affirmant qu'on essayait de la faire taire parce qu'elle disait sa vérité. Elle joue maintenant un nouveau rôle, parlant d'une voix douce et lente, lançant des termes cliniques comme si elle était thérapeute diplômée, et ajoutant des sous-titres du type « Guérir mon enfant intérieur après des années de gaslighting ». J'ai reçu un appel de sa sœur. Elle m'a dit que toute leur famille observe son effondrement depuis les gradins, et qu'ils ne savent plus comment l'atteindre. Apparemment, ce n'est même pas la première fois qu'elle traverse une phase extrême et rejette tout le monde. C'est juste la plus grave. Je ne savais pas quoi dire d'autre à part un merci. Je n'avais vraiment rien à répondre face à ça. Notre fille a été celle qui a le plus souffert. Elle est revenue à la maison pour les vacances de printemps, et a fini en pleurs dans la cuisine, parce qu'elle a encore l'impression que tout cela est de sa faute, simplement pour avoir montré TikTok à sa mère au départ. Je lui ai répété encore et encore, très clairement, que ce n'était pas sa faute. Elle n'a jamais demandé à sa mère de foutre sa vie en l'air et de commencer à vivre à travers une ring light. Mais je comprends pourquoi elle se sent ainsi. Elle se souvient de la version de sa mère qui cuisinait des dîners le dimanche, qui planifiait de petites escapades en week-end. La femme qui enregistre aujourd'hui de fausses histoires tristes depuis sa voiture est une étrangère. Mon avocat spécialisé en divorce travaille sans relâche. Nous sommes maintenant en plein dans la procédure formelle de séparation. Il m'a dit de m'attendre à une réponse, qu'elle soit légale ou juste encore du bruit. Jusqu'à présent, elle est silencieuse sur le plan administratif, mais bruyante partout ailleurs. Elle recommence à publier régulièrement, et maintenant elle a de nouveaux amis créateurs qui l'encouragent. J'ai regardé une fois, par curiosité. Je n'ai pas besoin d'en voir plus. J'ai un rendez-vous cette semaine pour finaliser l'étape suivante de la séparation. Je suis aussi en train de voir comment retirer son nom du bail de la maison que nous louons, ou le mien, et ce qu'il adviendra des factures. C'est un sacré bazar, mais au moins maintenant, c'est un processus. Je publierai une mise à jour lorsque le divorce sera officiel. Mise à jour numéro 4, le divorce est désormais finalisé. J'ai signé les papiers la semaine dernière, et je me sens vraiment soulagé d'avoir mis un terme à tout cela. Ce n'est pas devenu un grand drame judiciaire comme je l'avais un peu redouté. Elle ne s'est pas présentée, elle n'a rien contesté, n'a pas essayé de retarder la procédure ni d'exiger quoi que ce soit. Son avocat a simplement envoyé tous les documents signés par email, et c'est tout. Le dernier chapitre d'une vie qui me semble aujourd'hui complètement étrangère. Je ne vais pas prétendre que tout va bien ou que je m'en suis sorti indemne. Les brûlures physiques ont guéri depuis des mois, et ma peau s'en est plutôt bien remise, même si on peut encore voir qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que je devrais me faire tatouer par-dessus. Un ami commun d'il y a des années m'a récemment contacté pour me dire qu'elle vivait avec un gars qui crée aussi du contenu. Apparemment, ils font maintenant une sorte d'activité de couple, et d'après ce qu'on m'a dit, elle est aussi sur OnlyFans. Non, je n'ai pas vérifié. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'images pour comprendre le tableau. Je me moque de ce qu'elle fait ou ne fait pas. J'espère juste qu'elle ne jettera pas d'eau bouillante sur son nouveau partenaire, sauf que cette fois, sans vêtements, ça peut faire encore plus mal. Notre fille ne lui a pas reparlé depuis que tout a éclaté, au moment de l'ordonnance de restriction. Elle est retournée à l'université un mois après son dernier séjour et s'est à nouveau consacrée à ses études. Mais je sais que ça l'a beaucoup affectée. Elle ne le dit pas à voix haute, mais je sais qu'il y a de la culpabilité. Elle s'en veut un peu de lui avoir montré TikTok au départ. Je lui ai dit 100 fois qu'elle n'était pas responsable. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était déjà présent dans les comportements obsessionnels de sa mère. TikTok n'a été qu'un exutoire, une porte de sortie qu'elle cherchait déjà. Malgré tout, je suis fier de ma fille. Elle est restée les pieds sur terre, elle s'est défendue quand des gens sur Internet ont commencé à l'attaquer, et elle n'a pas laissé sa mère la faire culpabiliser pour avoir pris position. C'était dur de la voir choisir de couper les ponts avec sa propre mère, mais je crois qu'elle savait que la version de sa mère avec laquelle elle avait grandi n'existait plus. Elle m'a récemment dit qu'elle n'ouvrait plus TikTok. Elle dit que ça la dégoûte. Quant à moi, je suis revenu vivre dans notre ancienne maison une fois que tout a été réglé. Elle l'avait quitté depuis des mois de toute façon. Je l'ai nettoyé petit à petit, j'ai enlevé toutes ses ring lights et son matériel restant, je l'ai tout emballé et déposé dans un garde-meuble à son nom. J'ai laissé un message disant que tout serait gardé là pendant 30 jours. Je n'ai reçu aucune réponse. Je ne sais pas si elle les a récupérés, ou si c'était juste des affaires qu'elle avait laissées derrière. Je me suis remis à faire des balades. Pas de grandes aventures, juste les anciens sentiers qu'on parcourait ensemble quand les choses étaient plus simples. Je ne voulais pas qu'elle m'enlève ça. Au début, ça faisait mal d'y aller seul, mais avec le temps, je me suis habitué au silence. Et maintenant, d'une certaine manière, je l'apprécie. Personne ne parle d'angle ou de lumière. Personne n'essaie de mettre en scène des moments pour son fil d'actualité.
Juste la nature et la paix. J'avais oublié à quel point ce genre de calme m'avait manqué. Certaines personnes m'ont demandé si j'envisageais de fréquenter quelqu'un à nouveau. J'ai essayé une fois. J'ai rencontré quelqu'un, on a pris un café, on a parlé pendant 1 heure, et je me suis rendu compte, à la moitié de la conversation, que je n'étais pas prêt. Pas parce que je veux encore récupérer mon ex-femme. Non, cette porte est définitivement fermée. C'est plutôt que je ne sais pas encore comment faire confiance à quelqu'un de nouveau. J'ai tout donné à quelqu'un qui a fini par choisir des inconnus sur Internet plutôt que sa propre famille. Ce genre de choses, ça bouleverse profondément. On commence à remettre en question son propre jugement. Je ne passe plus autant de temps sur Reddit, mais je pensais devoir une mise à jour à celles et ceux qui m'ont accompagné à travers tout ça. Quand tout a commencé, j'avais l'impression de perdre pied. Personne dans ma vie quotidienne ne comprenait vraiment. Les gens disaient des choses comme « tout le monde est sur TikTok maintenant » ou elle essaie juste de s'exprimer, comme si j'exagérais. Mais ce n'était pas à propos de l'application. C'était à propos de perdre quelqu'un qu'on aime, au profit de quelque chose contre lequel on ne peut pas rivaliser. Voir cette personne devenir un étranger. La voir mentir, tordre la réalité, aller jusqu'à te blesser, puis se peindre en victime pour gagner des likes. C'est un niveau de trahison que je ne souhaiterais à personne. Est-ce que je la déteste? Non. Je ne crois pas. Je pense que la haine consomme trop d'énergie, et j'ai fini de lui en donner. Mais je ne vais pas non plus édulcorer les choses. Elle m'a blessé profondément. Elle m'a fait peur. Ce moment avec l'eau bouillante a tout changé. Quand quelqu'un qu'on aime vous regarde sans aucune émotion et fait une chose pareille, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Je ne peux pas passer à autre chose comme si c'était juste une mauvaise journée ou un épisode de santé mentale. Non. Elle a pris une décision. Et quand on prend ce genre de décision, on ne peut pas rester dans la vie de quelqu'un. Donc oui, c'est terminé. J'avance du mieux que je peux. La maison est à nouveau la mienne. Ma fille est en sécurité. Mon corps guérit. Quant à la plainte, elle a été entièrement classée. Elle a été considérée comme un accident domestique. Ce qui, à mes yeux, est absurde. Toute personne ayant vu mes blessures saurait que c'est étrange. Si c'était un accident, la casserole serait tombée sur mes pieds, pas sur mon bras et ma poitrine. La seule chose que nous avons pu mettre en place avec mon avocat, c'est une plainte civile. Cela ne lui vaudra aucune peine, mais cela pourrait au moins m'aider à récupérer l'argent dépensé pour ma convalescence. C'est là que repose mon optimisme désormais. Mais en voyant ce que la police a fait ou plutôt n'a pas fait, je ne sais pas si je devrais garder des attentes aussi élevées. Nous demandons 25 000 $, ce qui couvrirait mes frais médicaux, les dommages, et les frais d'avocat. À ce stade, je me contenterai de recevoir même une fraction de ce montant. Car en y repensant, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment obtenir gain de cause. Et pour ceux qui ont évoqué une plainte pour diffamation, nous avons aussi étudié cette option. Elle a été rejetée pour absence de préjudice réel contre moi, selon les conclusions rendues. Pour l'instant, il ne reste que la plainte pour agression, où nous pensons qu'un vrai dommage a été causé. Mais bon, tu sais comment ce genre de choses fonctionne. Mise à jour numéro 5, j'apporte de bonnes nouvelles concernant ma dernière plainte. Nous avons gagné. Et ce n'est pas tout, le juge a accordé 25 000 $ supplémentaires en plus des 25 000 initiaux et des frais d'avocat. Pour une fois, cela fait du bien de recevoir un peu de justice de la part d'un système qui, jusque-là, semblait tout faire dans le sens contraire. Jusqu'à présent, tout ce que j'avais obtenu, c'était une ordonnance de restriction et peu d'autre chose. Mais le juge, l'univers peut-être, ont vu l'injustice, et ont commencé à rétablir un peu d'équilibre. Mais je n'ai pas pu profiter longtemps de cette victoire, car à peine le jugement rendu, elle a fait valoir par l'intermédiaire de son avocat qu'elle n'avait pas l'argent pour payer, qu'elle avait traversé un divorce difficile et qu'elle ne pouvait pas réunir les presque 65 000 $ qu'elle devait. Pendant quelques semaines, j'ai donc été à nouveau un peu abattu, parce que oui, on m'avait accordé une victoire, mais on me l'enlevait presque aussitôt. Pourtant, mon avocat m'a dit de ne pas m'inquiéter, et a engagé un spécialiste pour estimer les revenus qu'elle tirait de son compte OnlyFans. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais il a déterminé qu'elle avait gagné plus de 100 000 $ depuis l'ouverture de son compte. Il a ensuite plaidé devant le juge que cet argent devait être utilisé pour régler la dette. Et le juge a accepté. Mais cela a aussi déclenché une alerte, car elle n'avait jamais déclaré ce compte et ne payait pas d'impôt dessus. Elle pensait que ne pas montrer son visage et utiliser un autre nom suffirait à ce que personne ne le découvre, surtout pas le fisc. Mais mon avocat a présenté comme preuve des images de son corps et des photos montrant des taches de naissance au même endroit. La vidéo n'a coûté que 10 $, tout comme l'intervention de l'expert qui a estimé les revenus, mais cela a été ajouté comme frais d'avocat, et elle devra également les régler. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle paie, et à voir ce que les services fiscaux vont faire d'elle.
Mais au moins, je peux terminer cette mise à jour sur une note positive. Et c'est un sacré changement. Mise à jour numéro 6, je suis désormais en possession de 50 000 $, tandis que mon avocat a été payé 18 010 $ pour ses services et pour les frais engagés dans l'enquête. C'est maintenant une victoire complète, car il n'y a eu aucun appel, et rien que mon ex-femme puisse faire pour changer cela. Nous avons aussi appris qu'elle devait au fisc plus de 30 000 $ d'impôts impayés. Les services fiscaux ont demandé à OnlyFans une preuve de revenus, et la plateforme a répondu favorablement. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle devra régler. Avec les pénalités pour fraude fiscale et l'évasion d'impôts, elle a maintenant une dette de 55 000 $. Et ce n'est pas le seul problème qu'elle affronte. Son proxénète, enfin, son partenaire a également réclamé une part de cet argent pour l'avoir aidé à filmer ses scènes. Une dispute avec lui a fini par ce qu'elle lui plante un couteau dans la main. Je ne sais pas exactement comment cela s'est produit, mais elle n'a écopé que de 4 ans de liberté conditionnelle. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que la justice ne fasse rien de plus contre une personne aussi violente. Mais même si ce n'est pas une peine pénale, au moins sur le plan financier, on peut parler de justice. Édition, j'ai aussi appris qu'elle s'était fait fermer son compte OnlyFans pour violation grave. Peut-être à cause de sa tentative de fraude au fisc, ou peut-être pour autre chose.